Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivons Dimanche. On s'était quitté la dernière fois, il y a un mois et demi, sur un sujet un peu philosophie magazine. On va prendre vraiment l'inverse, on part en mode full Marie-Claire. Que faire de son été quand on est fan de musiques extrêmes? Est-ce que Dubaï c'est pas un peu trop 2013? Est-ce que la Norvège vaut encore le coup? Effectivement, vous êtes certainement en train de planifier ce que vous allez faire de vos 10 doigts cet été, nous aussi. Et donc on s'est dit, potentiellement, tout métalleux qui se respecte va forcément mettre dans son calendrier un festival, et donc potentiellement, ce type de vidéo pourra vous aider à faire un choix. Simplement voilà, comme vous le savez, les billets sont chers, les frais de déplacement sont chers, la bouffe est chère, les bières sont chères, et vous êtes certainement aussi vieux que nous dans l'état d'esprit, et vous voulez certainement pas vous emmerder dans un camping avec des connards qui buglent apéro toutes les 20 minutes, et vous allez peut-être prendre des logements, gîtes, hôtels, peu importe. Forcément, c'est tout un tas de frais, et donc on s'est dit que potentiellement une petite vidéo pour... un peu explicative. Un peu explicative pour essayer de vous donner des pistes de festivals à l'étranger qui pourraient longtemps vous intéresser, parce que pour ceux qui ont eu la chance de faire un festival à l'étranger, c'est quand même très amusant de pouvoir aller dans un pays, découvrir les métalleux locaux, la culture, etc., mais aussi de cumuler ce festival avec des vacances. Donc si c'est dans des pays qui peuvent être sympas, ça vient évidemment couvrir vos frais de transport, surtout qui peuvent être assez élevés. Diviser tes vacances en deux temps, exactement. Un temps un peu physique, un peu où en fait tu ressors d'un festival, des fois t'es plus fatigué que quand tu rentres. Complètement. Et un truc où tu peux un peu te détendre, faire quelques randos, visiter des villes cool. Exactement. On a décidé un peu de... Cette vidéo, on l'a un peu quadrillée. C'est-à-dire que on va parler majoritairement de festivals extérieurs, donc pas les outdoors. Et on ne parlera pas des festivals de printemps, de type le Roadburn, le Dark Easter Meeting, les Desert Fest, Londres et Berlin, et ni des festivals de septembre, de type, il y a le Up in Smoke, il y a quelques Desert Fest aussi, il y a peut-être des trucs qui traînent en métal extrême, mais que je n'ai pas en tête actuellement. Vraiment, les festivals d'été, qu'on va diviser, encore une fois, en deux sous-parties, tous les festivals généralistes qui gravitent autour de la période du Hellfest, parce qu'il y en a énormément. Ouais. On va les citer, vous les connaissez aussi bien que nous. Et ensuite, on va juste partir sur nos coups de cœur. Les endroits où on se sent bien, des grands festivals, des festivals plus petits, ouais. Des affiches généralistes, des affiches spécifiques. On sait qu'on fera pas un tour d'horizon. On sera clairement pas exhaustif. Non, on n'a pas vocation à l'exhaustivité parce que ce serait pas possible dans une vidéo, mais là l'idée c'est vraiment d'essayer de vous donner des clés, des éléments, des choses auxquelles peut-être vous n'avez pas pensé, ou d'autres vous vous dites c'est certainement trop cher, trop loin, ça vaut pas le coup, et voilà, ça pourrait potentiellement vous donner quelques idées pour cet été. Quelques pour et contre sur aussi des festivals où vous vous dites est-ce que ça vaut le coup d'y aller, ok c'est bien pour ça, c'est nul pour ça. Juste on va vous faire un peu bénéficier de notre longue expérience. Naturellement, parce qu'on est vieux. Le titre est peut-être assez maladroit, il faudrait peut-être le préciser. On cherche pas à vous dire n'allez pas au Hellfest, faites autre chose. Les faits sont les suivants. Le Hellfest a lieu le 21 juin, qui est le jour le plus long de l'année. C'est les jours les plus chauds également de l'année, en Europe en tout cas. Ce qui fait qu'une multitude de festivals ont lieu autour des dates du Hellfest. Comme vous le savez également, le Hellfest est victime de son succès, les places se vendent en maintenant des dizaines de minutes, voire quelques heures grand max, c'est ça? Ouais. Tout le monde n'en a pas. Peut-être aussi que vous avez envie de voir autre chose, parce que le Hellfest manifestement va peu changer ces prochaines années, étant donné que tout est quasi optimisé. Ouais. Et ça tombe bien, parce qu'il y a une multitude de festivals de grande taille qui pop tout autour de ces dates-là. Qui pourrait vous donner un petit peu envie de voir d'autres contrées, soit parce que vous n'avez pas eu votre passe, encore une fois, soit tout simplement parce que vous avez peut-être envie de varier les plaisirs et de vous balader ailleurs en Europe. Alors le premier festival dont on pourrait vous parler, qui est clairement une alternative au Hellfest, c'est le Resurrection Fest en Espagne. Alors ça se situe en Galice, donc vraiment à côté de la Corogne, la partie nord-ouest. C'est devenu vraiment un très gros festival. Il a été créé, sauf de ma part, en 2005 ou 2006, donc à peu près à la même époque que le Hellfest, la Fury Fest. 55 000 personnes aujourd'hui, donc on est dans une taille peut-être un tout petit peu plus basse que le Hellfest, mais enfin globalement c'est assez kiff-kiff. 4 jours, 4 scènes, donc ça reprend à peu près les mêmes codes que le Hellfest. Ouais, exactement. Alors ce festival a plusieurs avantages. Déjà, c'est en Espagne, donc ça veut dire que potentiellement les coûts sont un peu inférieurs. Ça pour moi c'est un inconvénient que ce soit en Espagne. Non, on est d'accord, mais je vais pas le dire. Après on va nous taxer. Donc c'est potentiellement un peu moins cher. Je crois que le pass est aux alentours de 200 €.
C'est quand même, ce qui est quand même 30% de moins cher que le Hellfest. Ce qui est quand même plutôt costaud. Évidemment, le cadre est assez sympa. Vous êtes, alors c'est en milieu urbain, mais vous êtes quand même proche de l'océan, donc vous pouvez quand même vous balader. Et ça peut être aussi, d'ailleurs, l'occasion de découvrir le nord de l'Espagne ou peut-être de descendre au Portugal, de vous faire un road trip. Donc ça peut entrer un peu dans un cadre assez global. Le seul point, on peut d'ores et déjà évoquer un point assez négatif, c'est que la façon dont il est fait, c'est un peu genre le full cagnard du festival fin juin où tu peux vraiment prendre tarif. On l'a jamais fait pour être parfaitement transparent, mais moi j'ai eu des échos de type vous êtes en Espagne dans un champ, il fait 43 degrés, il n'y a pas un point d'ombre, c'est l'enfer. C'est un festival qui est assez physique, si vous souffrez de la chaleur, apparemment il est quand même assez dur à supporter. Potentiellement, ouais. Malgré le fait que vous soyez collé à l'océan et que le cadre peut être quand même assez sympa. Ouais. Après, là on parlait vraiment d'alternative au Hellfest, et je trouve que c'est celle qui, dans l'esprit de ce qu'est le Hellfest actuellement, se décline le mieux le modèle, dans le sens où il y a une main stage, une scène spécialisée dans le hardcore, une scène spécialisée dans les musiques lourdes, stoner, doom, sludge, post-metal, une scène metal extrême. Les têtes d'affiche, c'est à peu près les mêmes. Il y a quoi? Il y a Ghost, Gojira. Il y a Ghost, il y a Pantera, Architects, Parkway Drive. Le truc qu'on peut regarder par rapport, alors c'est globalement, on a toujours l'impression que c'est un peu l'affiche du Hellfest, un léger ton en dessous. C'est un peu ce que les autres années où je regardais systématiquement, c'est un peu l'impression que ça me donnait. Mais puisqu'on va vous donner certaines alternatives plutôt en Allemagne ensuite ou en Europe de l'Est, la réalité c'est que vous êtes un peu à l'opposé de ces affiches-là. C'est-à-dire que vous êtes quand même un peu plus dans le mainstream, un peu plus dans le metalcore. Il y a une scène trash aussi qui est toujours assez représentée quand même, ce qui est un peu l'opposé des festivals d'Allemagne haute où vous allez avoir beaucoup de heavy, potentiellement de power, ou alors du metal extrême que vous allez retrouver un peu plus. C'est pas trop le cas du Resurrection Fest qui garde un peu une ligne, toujours quelques trucs assez pointus mais quand même assez mainstream, ou en tout cas assez musique moderne en fait, si on peut dire ça moderne, c'est-à-dire les courants qui sont nés post-2000 en tout cas. C'est un peu l'impression globale que ça donne. Donc voilà, je pense que c'est un festival qui peut être une bonne alternative, si vous voulez un peu de soleil, que la chaleur vous aide pas. Après voilà, il y a quand même certains points qui ont été réfléchis, mais on en parlera surtout pour d'autres festivals où vous verrez, il y a un peu des trucs un peu de paiement à la carte. Mais il y a quand même un avantage au Hellfest, c'est quand vous payez le budget. Alors après, évidemment, ça fait supporter les coûts par tout le monde, parce que c'est lissé. Mais vous avez ce côté, le camping est gratuit. Le camping est gratuit, les douches sont gratuites, il me semble. Exactement. Alors que là, vous avez quelque chose au Resurrection Fest qui est un peu différent, c'est que vous avez un camping qui est vraiment gratuit, qui est à l'écart. Et ensuite, vous avez deux campings qui sont très proches. Un où il y a déjà des tentes, en fait, vous louez des tentes. Ça, c'est comme le Hellfest. Exactement. Et un autre qui est plus proche, qui est le long de l'océan. Mais là, par contre, vous payez. Donc, il y a un peu ce côté, si vous voulez le faire en mode le moins cher possible, il y a une possibilité. Et en même temps, si vous voulez un peu upgrader et pas vous emmerder dans certains trucs, vous pouvez payer un peu plus. 30 minutes de marche. Mais il y a quand même ce côté où, potentiellement, quand vous payez le billet, c'est pas le seul truc que vous allez devoir payer. Mais encore une fois, on est en Espagne, les coûts sont quand même moins chers, la bouffe est moins chère. Donc il y a quand même un certain avantage financier et surtout, on sait que se rendre en Espagne, il y a moyen d'éviter l'autoroute, enfin c'est un détail, mais mine de rien, vous pouvez quand même avoir des coûts limités et ensuite vous balader en Espagne. Donc ça peut clairement être une belle alternative au Hellfest. Ouais. La deuxième alternative, on va au nord, on va à l'est, on va à Copenhague et on va parler du Copenhague du coup. Le Copenhague est en même temps que le Hellfest, alors que le Resurrection est une semaine oui, c'est la fin après. Du mois de juin, le Resurrection. C'est ça. Théoriquement, le Resurrection et le Hellfest sont cumulables si vous avez les moyens et du temps. Là, c'est l'un ou l'autre. Le Copenhague, c'est souvent l'affiche que je trouve la plus belle par rapport même au Hellfest, parce qu'il y a d'un côté les gros mastodontes, de l'autre, il y a pour moi un regard sur le métal extrême qui est un peu plus aiguisé, qui est un peu plus juste. Et il y a aussi ce dont sont friands les Scandinaves, c'est tout cette espèce de high energy rock'n'roll. Les Helicopters, Turbo Negro, ce genre de choses que j'aime beaucoup. C'est très varié, les affiches sont toujours très variées. C'est ça, qui sont hyper représentés au Copenhague. Il a une vraie identité aussi, le Copenhague. C'est ça. Bon, déjà, la première, le vrai avantage, en vrai, c'est que vu que c'est à Copenhague, le fait de s'y rendre, c'est facile quand tu viens de France. Tu arrives en avion, tu peux prendre le bus. Il y a aussi moyen, du coup, d'économiser pas mal sur les coûts de transport en prenant des bus de nuit ou ce genre de choses. En revanche, parlons vite fait du prix du billet, c'est absolument exorbitant, c'est 356 balles. Donc c'est plus cher que le Hellfest, c'est 330, ouais. Parce que le Danemark, pour rappel, n'est pas en zone euro. Oui, et puis tous les pays scandinaves sont très chers. Sont hyper chers, et à ça, il faut rajouter le camping qui coûte 70 balles. Ce qui fait que pour 410 €, vous avez ce que le Hellfest propose pour 330. C'est en vrai un vrai levier, sachant qu'on est quand même beaucoup à râler sur le prix du Hellfest qui augmente chaque année et qui prend de plus en plus qui ronge de plus en plus le budget général des vacances. Faut avoir les moyens.
Mais après, c'est quand même un festival qui a quand même une identité. Donc il y a un peu le truc, le petit village viking. Bon, on en pense. Il y a un village viking, ouais, tout à fait. On en pense ce qu'on veut, mais ça choque moins que ce soit à Copenhague que si c'est dans un festival en Espagne ou en France. Mais il y a certains trucs qui ont eu. Enfin, en fait, c'est un festival qui a une identité. Et on en parlera après pour le Grass Pop, c'est un peu là où le bas blesse. Il y a une réelle volonté de proposer autre chose qu'une grosse affiche. Parce qu'il y a une grosse affiche. Il y a exactement les mêmes têtes d'affiche que le Hellfest, il y a Slipknot, il y a Pantera, il y a la double tournée Motley Crue, Def Leppard. Effectivement. Il y a aussi Gojira et Ghost qui n'étaient pas, qui étaient au Hellfest l'an dernier, qui sont pas cette année évidemment. Tout à fait, ouais, qu'on retrouve dans pas mal de grands festivals d'ailleurs. Il y a aussi, comme je l'ai dit, une vraie attention portée au métal extrême. Spectral Wound, qui aurait dû être au Hellfest, on sait pas pourquoi ils y sont pas cette année. Qu'on retrouve là-bas. Et puis le retour qu'on a eu aussi, c'était parce que c'est quand même important quand vous choisissez un festival malgré tout, surtout si vous avez des régimes alimentaires particuliers, c'est que la nourriture était manifestement assez variée, assez bonne. Alors c'est cher parce que c'est un pays nordique, mais ça veut aussi dire que potentiellement le Copenhague peut être, si jamais vous avez les moyens, que vous avez envie de visiter Copenhague, qui est quand même une très belle ville, ça peut typiquement être le genre de truc où vous vous dites, bah en fait je pars 10 jours, je fais les 4 jours de festoche, parce que maintenant tous les festivals qu'on va vous présenter quasiment sont sur 4 jours avec le même nombre de scènes, c'est presque devenu une norme. Hein. Mais ça peut être aussi l'option d'aller à Copenhague et d'enchaîner. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'il faut les moyens, parce que même si vous pouvez vous y rendre de bus de nuit, il y a pas mal maintenant de compagnies, Sautours, etc. qui proposent ça. Même l'avion, c'est quand même assez coûteux, et la nourriture et la vie là-bas sont très chères. Voilà. Après, ce qui est chouette, c'est que une fois que vous êtes au Copenhague, vous pouvez vous prendre 2-3 jours directement à Copenhague même. Parce qu'on est dans le cœur de la ville. Tout à fait. Et vous n'avez pas à rebouger comme au Resurrection, où en fait vous êtes paumé en Galice, vous devez reprendre une caisse pour repartir quelque part sur une zone d'intérêt. Là, vous êtes en pleine capitale. Prenez 3 jours. Potentiellement, il n'y a pas de location de bagnole et vous êtes vraiment. Donc, ça, c'est aussi un coût. Évidemment, on va pas vous faire des fiches détaillées avec des tableaux Excel pour vous dire les coûts moyens parce que ça dépend de tellement de paramètres. Mais quand on choisit un festival et quand nous on l'a fait par le passé, quand on est allé dans des festivals à l'étranger, c'est toujours la problématique. C'est le coût du billet, en fait, il devient presque anecdotique parce que la réalité totale du coût, ça va être la nourriture sur place, mais surtout le transport, le logement. Et quand on prend tout en compte, celui-ci fait certainement partie des plus chers, mais aussi des plus intéressants, mais aussi des plus intéressants. Une vraie facilité de faire des vacances derrière. Exactement. On reste sur le même week-end du Hellfest du coup. Effectivement, et on part dans le nord-est, si je ne dis pas bêtise, de la Belgique, pour aller au Grass Pop. Alors le Grass Pop, on est un peu obligé de vous en parler parce que malgré tout... En fait, on le recommande pas. Genre, exactement. On le recommande pas, mais c'est tellement gros que... Effectivement, en fait, il y a un truc avec le Grass Pop, on pourrait en parler des heures, mais en fait, l'affiche est toujours solide. C'est-à-dire qu'on peut pas reprocher au Grass Pop de ne pas proposer une affiche qui est hyper claire, précise, efficace. Tous les groupes qui tournent dans cette période-là, ils les bookent, et il y a Pantera, il y a Def Leppard, il y a Motley Crue, il y a... Aussi parce que précisément, le Hellfest et le Grass Pop, c'est le même week-end, donc vous avez souvent des groupes qui jouent le vendredi au Hellfest, jouent le samedi au Grass Pop ou inversement. Exactement, on retrouve souvent un peu cette logique-là. En fait, si on vous le recommande pas, c'est parce qu'on a toujours eu un peu les mêmes échos du Grass Pop, et c'est quand même ce qu'on a pu constater, c'est qu'en fait, c'est un peu un festival... J'allais dire qu'il n'y a pas d'identité, c'est un peu violent comme le truc, mais le GMM, comme ils disent pour les amoureux du truc, c'est que c'est un peu un festival, j'allais dire un peu à l'allemande, c'est-à-dire en gros, tout pour l'efficacité. Il n'y a rien qui dépasse le Bayern de Munich. C'est le Bayern de Munich, c'est ça. Mais les années où c'est pas très glamour à avoir joué, c'est-à-dire que le site est bien, mais c'est juste, c'est juste efficace. Il est efficace, quoi, il y a des scènes, est, ouest. En plus, mec, les main stage, c'est main stage est, main stage ouest. Tu fais pas plus impersonnel, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu l'idée globale d'un festival qui a pas un visuel qui est exceptionnel, qui n'a pas une identité particulière, qui ne joue même pas sur l'identité, alors que c'est peut-être le facteur le plus important aujourd'hui dans les festivals, c'est quand même une volonté d'identification. Il y a un public Hellfest qui s'identifie au Hellfest, qui a envie d'être fait. La dimension com, les réseaux sociaux, prendre une photo devant un beau truc. Exactement. Et ça, t'as l'impression que ça leur passe complètement au-dessus de la tête. C'est vraiment les flamands de base qui se disent on va mettre 4 murs, 4 scènes, bas les couilles, on fait le truc, vous aurez votre musique et vous allez kiffer. Et du coup, ça enlève une partie du plaisir qu'on peut avoir dans un festival où précisément on recherche qu'autre chose qu'un concert lambda qu'on va aller voir, où au fond, si vous allez à une date, la salle, c'est pas forcément le truc le plus important. Donc ça enlève un peu ce côté immersion qu'on peut trouver dans un festival. Parce que pour le reste, côté programmation, cette année, c'est encore hyper solide. C'est peut-être parfois un tout petit peu plus mainstream que le Hellfest. Il n'y a pas la même attention portée aux... J'allais dire les sous-genres, mais c'est pas tellement ça, mais au genre de niche. Y compris les genres extrêmes, que le Hellfest, que ce soit le metal extrême, le doom, le stoner. Il y en a toujours un peu. C'est bien réparti dans les genres. Et tout. Mais il n'y a pas ce petit... tu sais, on parlait, quand on avait fait la vidéo sur le Hellfest,
de Soul Glow, de Mind Force, des trucs un peu émergents, ce genre de choses, que le Copenhagen book, que le Hellfest book. Le Hellfest, le Graspop est quand même beaucoup plus sur des choses solides et fiables entre guillemets. Donc si vous aimez le mainstream et les gros groupes, ça peut réellement être une alternative. D'autant que c'est moins cher. Alors en fait, il y a un truc, c'est que le pass est un peu moins cher. Je crois qu'on est à 300 € les 4 jours. Ouais. Mais bon, si vous habitez loin du Hellfest, ça va être pour la même chose sur la différence de prix. Enfin, tout dépend évidemment, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu moins cher. En revanche, ce qu'on a pu nous dire, c'est que les prix là-bas sont exorbitants. C'est-à-dire que la nourriture est très chère et pas forcément hyper variée, alors qu'aujourd'hui c'est quand même un élément hyper important quand on va en festival. La bière est très chère. On a Malice, coucou Malice, qui nous a répété à plusieurs reprises à quel point la bière est... Enfin, on est en Belgique quand même, merde, que c'est hyper cher et que c'est pas forcément fou. Donc en fait il y a quelques points négatifs, mais moi ce qui me semble vraiment le plus fort, c'est vraiment l'absence d'identité. La direction artistique est négative, là où le Hellfest a vraiment fait des efforts de fou, même le Resurrection a fait des efforts quand même assez incroyables ces dernières années. Plus ne pas en faire, exactement. Sauf si on est belge. Et le... flamand, qui plus est. Donc c'est un peu le point négatif. Je pense vraiment que si vous aimez les gros groupes, les trucs mainstream, ça peut tout à fait être une alternative viable où vous dites je vais faire un tour de Belgique après, vous allez à Gand, à Bruxelles, ça peut être hyper cool, mais on vous le conseillerait pas si jamais ce que vous aimez dans les festivals c'est réellement une expérience de vie entre guillemets, où vous allez passer 4 jours dans un truc avec un décorum particulier, etc. Autre chose, le Graspop, il pleut souvent également. Enfin, vous êtes quand même en Belgique, qui bénéficie pas d'un temps aussi clément. La vitamine D, vous en aurez pas beaucoup en allant là-bas. Que Nantes. Et il y a quand même eu pas mal d'éditions qui se retrouvent sous des trompes d'eau, tu vois. La flemme. Ouais, effectivement. Mais en tout cas, ça reste quand même malgré tout une alternative potentielle au Hellfest sur cette période. Et enfin, dernière alternative. Ça, c'est vraiment c'est un peu mon chouchou. J'y suis jamais allé à titre personnel, mais ça fait 2 ans où je me dis putain, faut vraiment que je me bouge, faut vraiment que je fasse un truc. C'est le Mystic Festival. Le Mystic Festival, c'est en Pologne. Ça se déroule du 7 au 10 juin, c'est-à-dire 2 semaines avant le Hellfest. Et je vais un peu couper et faire une digression, vous me pardonnerez, mais quand on a interrogé les festivaliers du Motocultor dans notre vidéo qu'on va mettre ici, on leur a demandé ce qu'ils pensaient du festival. Tout le monde était en mode c'est le Hellfest avant que le Hellfest devienne la machine de guerre qu'elle est actuellement. Et moi je suis pas d'accord du tout avec cette analyse. Leur propos n'engage que, mais parce que le Motok n'aura jamais Judas Priest, n'aura jamais il y a cette année Gojira, Ghost, et puis il y a quand même un plafond de verre. Ouais, y compris d'ailleurs sur les premières années, ou même en 2007, 2008, 2009. Où ils ont très vite eu des Slayer, Slipknot en 2005, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, à l'époque du Fury, exactement, c'était peut-être 2006, mais enfin quoi qu'il en soit, effectivement, il y a toujours eu des grosses têtes d'affiche, même au départ. Il y a un plafond de verre que le Motok ne passera pas, qui a été dépassé par le Mystic. Le Mystic, cette année, c'est Ghost, Gojira, Behemoth. Après, Behemoth, en Pologne, ça doit être un peu autre chose que chez nous. Et Danzig, tête d'affiche hyper rare, hyper pertinente, parce que le festival se trouve justement à Danzig. Et je trouve que c'est hyper drôle. C'est un clin d'œil assez amusant, ouais. Ouais, clairement. En plus, c'est vraiment un mec qui vient pas souvent en Europe. Donc bravo à eux. Ce qui change aussi, c'est que il y a des groupes de métal extrême sur les deuxièmes main stage. C'est-à-dire que là, c'est pas du métal extrême, c'est du doom, mais il y a Electric Wizard en clôture de main stage 2. Il y avait Vatain, il y avait Oranti Pazuzu. On les imagine pas sur les main stage du Hellfest. C'est ça, clairement. Alors qu'en 2011, moi j'ai vu Morbid Angel en main stage, tu vois, parce qu'à l'époque, le festival était plus petit, donc forcément, dès qu'un gros groupe jouait en main stage, même s'il était dans des esthétiques un peu plus, plus de niche. Le point qui est important aussi, au-delà de la programmation mystique, c'est quand même le prix. C'est-à-dire que c'est toujours un facteur qu'on sait que vous prenez en compte. Sauf erreur de ma part, on doit être en dessous de 200 € pour le pass. C'est 191 € en VIP avec le warm-up. Le warm-up, mec, aucun sens. C'est Phil Campbell, le mec de Motorhead, sous tête d'affiche Goldflesh. Ok. Rien à foutre. Ça dans tous les sens. Et exactement. Le camping est payant, mais je crois qu'on est à 230 € avec le camping. C'est ça. Ce que propose le Hellfest, c'est 100 € moins cher au Mystique. Effectivement. Donc évidemment, vous avez le trajet, mais ça peut aussi vous permettre de visiter la Pologne, d'une manière générale, l'Europe de l'Est. C'est pas des pays qui sont chers, on le sait. Vous pouvez tout à fait vous prendre votre voiture depuis Paris et vous faire un immense road trip. Encore une fois, ça fait partie de ces festivals qui peuvent être cumulés avec des vacances. On le conseille presque même dans cet angle-là, parce que faire un aller-retour pour aller au Mystique, vous allez vous dire est-ce que ça vaut vraiment le coup, ça coûte cher, etc. Et pas de débat. Mais si vous cumulez avec d'autres éléments et des vacances, tout de suite ça part une autre gueule. Sachant que c'est le seul problème, moi je trouve, du Mystique, et c'est pour ça que je m'y suis encore jamais rendu. C'est que Danzig, c'est sur la mer Baltique, c'est à côté des pays baltes, c'est loin de Varsovie. En fait, si tu vas juste au festival, il est quand même difficilement accessible. Faut que t'arrives à Varsovie, que tu reprennes un train, etc.
c'est assez galère, donc c'est vraiment un festival qui, je pense, comme tu le soulignes, doit être cumulé avec des vacances, une découverte des pays baltes ou ce genre de choses. Et surtout, donc l'affiche a quand même des grosses têtes d'affiche, enfin l'affiche comporte de gros noms, Ghost, Gojira, mais si vous regardez les after-movies, le site a l'air vraiment pas grand en fait. Et je pense que c'est une super opportunité de voir des Judas Priest, de voir des Ghosts. Dans des conditions où des t'es pas à 150 mètres de la scène, ouais. Tout à fait. Ouais, et ça, je pense que c'est important, mais c'est vraiment un festival qui monte, hein. On en entend de plus en plus parler, à juste titre. Et parce titre. qu'il y a aussi une vraie... Enfin, les mecs écoutent de la musique. Il y avait Hans Bancher en tête d'affiche l'année dernière d'un truc en Pologne. Tu vois, qui a Hans Bancher chez nous, c'est normal. Ouais. Il y avait Deluge, tu vois. Enfin, c'est des mecs qui écoutent du son, ouais. qui font des trucs hyper cohérents en termes d'affiches. Et je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Et c'est vraiment un festival que j'aimerais faire à terme. Effectivement, ça peut être une très très belle alternative au Hellfest dans ces festivals de juin. Alors en fait, il y aurait plein d'autres choses qu'on peut vous conseiller. Comme vous dit, on va pas vous faire un catalogue. Évidemment, à cette même période-là, vous avez, sauf à ma part, le Download en Angleterre. Vous avez le Tons of Rock en Norvège. Vous avez le Sweden Rock aussi. Ça, les Rock am Ring, Rock am Park. Et effectivement. Alors c'est souvent beaucoup plus rock, rock alternatif avec des têtes d'affiche métal et quelques groupes métal. Et surtout, c'est parfois aussi un cadre qui est pas fou. Genre, techniquement, le Rock am Ring, même quand il y a une belle affiche, est-ce que vous avez vraiment envie de passer 3 jours sur une putain de piste d'un truc de F1 ? Bon, c'est pas des contextes qui donnent particulièrement envie, mais en tout cas, les affiches sont belles. C'est toujours des très gros groupes. Mais voilà, on les mentionne pas et on les détaille pas, parce qu'encore une fois, c'est pas tout à fait métal extrême comme ça pourrait vous intéresser. C'est pas une alternative au Hellfest. L'alternative au Hellfest devait comporter une part de métal extrême, et c'est pour ça qu'on a vraiment évacué tous les downloads, Rock am Ring, Rock am Park et ceux que t'as cités. Effectivement, mais ça peut toujours être une alternative à laquelle vous pouvez penser si jamais ça vous intéresse. En fait, c'est assez marrant parce que on a quand même pas mal présenté en première partie des festivals de juin. Là, du coup, on va vraiment sortir de l'affiche généraliste, mainstream, gros nom, plus métal extrême. Mais juste parler de nos coups de cœur, des trucs peut-être, des festivals plutôt, peut-être un petit peu plus spécifiques. Et c'est toi qui vas commencer à nous dire où est-ce que tu vas écouter ta musique de merde. Effectivement, merci, ce que j'allais dire. Comme vous avez certainement pu le comprendre dans les dernières vidéos, je suis assez fan de death mellow, metalcore, deathcore, donc plutôt du métal moderne, on pourrait qualifier comme ça. Et donc forcément, ça a un impact, si tu veux voir des bons groupes, sur le type de festival où tu peux te rendre. Alors moi, j'en ai cité 3 que j'ai fait. Qui sont pas forcément d'ailleurs pour le coup, moi c'est pas des trucs très spécialisés, parce que vu ce que j'écoute, ça se prête rarement à des festivals hyper spécialisés, mais c'est assez des coups de cœur, soit pour ce qu'ils sont, soit pour l'atmosphère dans laquelle il est, et ce qu'on peut faire à côté surtout. Alors le premier, c'est le Summer Breeze en Allemagne, donc c'est à Dinkelsbühl en Bavière. Non, je le précise parce que la ville est très jolie. Donc non, c'est le nom de la ville qui me fait rire, mais c'est parce que je suis un enfant, tu vois. Ah ok, il y a le mot boule, donc c'est perdu. Ok, je comprends. Mais donc en gros, c'est à 2 heures au nord de Munich. J'y étais allé un peu complètement par hasard parce qu'il y a une année où l'affiche était absolument dingue et j'étais retourné. Donc pour vous dire, c'est... Alors pour le coup, il y a un peu un phénomène grass pop. Il n'y a pas forcément d'effort qui est fait sur la direction artistique, sur le visuel, sur l'organisation du site. Hein. C'est vraiment 4 scènes, une tente et 2 grosses scènes. C'est juste efficace, etc. En revanche, c'est très très branché metalcore, deathcore. Il y a aussi beaucoup de heavy, de power, genre Powerwolf doit y être tous les 2 ans, ce genre de truc on le retrouve. Et il y a aussi beaucoup... on est vraiment dans le cœur de l'Allemagne. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ne sont pas allemands à ce festival. Okay. Et du coup, c'est assez drôle parce que quand tu y vas, tu vois un peu ce qu'est un métalleux en Allemagne. C'est très drôle, hein. J'ai vu des trucs où quand ils partaient, les mecs mettaient leur tente en tas, ils foutaient le feu et ils se barraient. C'est-à-dire que c'était l'écobuage local. C'est des trucs assez incroyables. Les affiches sont vraiment chouettes si vous aimez ces genres. J'ai souvenir d'une année notamment, ça devait être en 2014, où j'avais vu dans la même journée Children of Bodom, Winter Sun, Mors Principium Est, Hypocrisy, donc vraiment des trucs que moi je trouve vraiment excellents, tout dans la même journée. Les scènes sont grandes, c'est devenu un gros festival maintenant, hein. C'est plus petit que le Hellfest, mais on doit quand même bien être à 40 000 personnes, donc ça commence à être costaud. Gros Motok, quoi. Oui, beaucoup plus gros que le Motok désormais, donc c'est quand même assez costaud, mais l'ambiance est vraiment cool. Moi j'avais beaucoup aimé, et surtout vous êtes dans le cœur de la Bavière. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait cumuler avec des vacances, il y a 2 heures de route pour Munich, les autoroutes ne sont pas payantes là-bas, donc ça réduit vachement les coûts. Vous pouvez aller à Nuremberg, qui est pas très loin, donc vraiment, c'est entre Stuttgart et Nuremberg de mémoire. Donc on est vraiment dans un festival où si vous aimez le truc moderne, et aussi un peu cette vision un peu décalée qu'ont les Allemands du métal, j'ai souvenir d'avoir vu des groupes, des mindfuck absolus, des trucs vraiment full allemands qui chantent en allemand, qu'on comprend pas, du heavy bizarre, mais avec des trucs genre un groupe où les guitaristes étaient tous dans des espèces de bulles de hamster en plastoc et ils sautaient sur le public.
et c'était 1 heure de festival comme ça, complètement débile. Donc il y a un peu ce côté décalé, Ce côté allemand, ouais. côté allemand qu'il y a dans la musique, mais qu'il n'y a pas vraiment dans le festival, qui est quand même assez austère. Ok. Au niveau du prix, si je dis pas de bêtises, c'est 225 €. Donc on est quand même nettement en deçà du prix du Hellfest. Après, l'affiche est objectivement moins bonne, mais c'est une réelle alternative, encore une fois, si vous avez envie d'aller vous balader en Allemagne. Moi, je le conseille chaudement, j'y suis allé 3 fois, et ça a toujours été une super expérience, même si effectivement la bouffe était pas dingue, c'est genre de la grosse saucisse, voilà, on est dans des trucs allemands, les mecs, hein, c'est Voilà, genre... si vous aimez l'Allemagne, c'est ça. C'est un goût, hein, c'est un vice, mais... Exactement, mais voilà, c'est simple mais efficace, on va dire. Un peu plus à l'est encore. Un peu plus à l'est encore, avec le Metal Days, à l'époque Metal Camp quand j'y étais allé. C'est vrai. Alors, c'est un peu souvent présenté comme les vacances de beauf métalleux. Pourquoi ? Parce que le cadre s'y prête. En gros, c'est situé à Tolmin. La com est énormément là-dessus, c'est-à-dire que c'est près d'une rivière. Ouais. C'est près d'une rivière. Ouais. Et donc, C'est deux rivières. Ouais, c'est 2 rivières qui plongent. Le site est vraiment au confluent des deux. Et une rivière d'ailleurs qui doit être à 12 degrés l'été. Donc on est dans le vrai, tu vois. Mais oui, c'est présenté comme des vacances. Et d'ailleurs, c'était déjà à l'époque sur 5 jours, et ça y est toujours. Vous êtes vraiment dans le cœur des Alpes slovènes. C'est vraiment un cadre qui est absolument sublimissime. On est sur des affiches qui sont quand même beaucoup moins pointues. C'est très souvent heavy, un peu de death, un peu de tout, mais... Il y a un peu de tout, mais rien de spécifique. Rien Exactement. de pointu, ouais. Il y a du death, c'est Obituary, Exactement. Du Behemoth, Ouais, quand on est vraiment dans les trucs. Abbas en black. Alors j'ai souvenir de la première année, j'avais vu des trucs assez pointus, hein. Il y avait Destroyer 666, il y avait Kalma que j'ai vu là-bas pour la première fois. Alors, pour ceux qui aiment Kalma, vous dire que pour les voir, faut se lever tôt. Donc il y a quand même quelques trucs pointus, mais globalement ouais, c'est du hyper mainstream. Et je crois que là c'est de pire en pire là-dessus, sur le côté mainstream justement. Ouais, ils vont vraiment sur le côté heavy, power, des trucs qui plaisent en fait au public local, hein. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui c'est quasiment 290 € les 5 jours, donc ça a vraiment énormément augmenté. Voilà, encore une fois, maintenant vous êtes quasiment à 300 balles, après c'est 5 jours, mais c'est pas 5 jours façon Hellfest. C'est-à-dire que vous avez que 2 scènes. C'est 5 jours, ça commence à 17h il me semble. Exactement, c'est un peu plus tôt, mais en gros c'est l'idée de les gens chill le matin, ils vont se baigner, ensuite ils regardent les concerts. On est vraiment dans une espèce de grande esplanade en herbe avec la scène principale, sur le côté il y a une petite remontée, les gens sont allongés. En fait c'est vraiment un festival hyper chill. C'est vraiment pour les gens qui se disent je vais aller voir que 6 concerts dans la journée, mais en fait je vais vraiment les voir, c'est pas comme le Hellfest où pour voir 6 faut courir dans tous les sens. C'est juste une autre façon de voir les festivals. Et moi j'avais beaucoup aimé l'ambiance à l'époque, ce que j'y avais vu, comment c'était organisé. C'est un peu parfois à l'arrache et tout, mais c'est un peu beauf aussi, clairement faut le dire, hein. C'est pas là-bas où ça sera le truc le plus raffiné que vous ayez, mais je sais pas, la bouffe est pas chère, rien n'est cher. Et encore une fois, on insiste un peu là-dessus, mais c'est aussi, la Slovénie c'est un super beau pays. Les Alpes slovènes c'est magnifique. Donc si vous aimez la rando, vous prenez la voiture. Je sais que moi à l'époque où j'avais vachement enchaîné, j'étais passé en voiture par l'Allemagne, donc j'avais visité Munich, j'étais parti en Slovénie, et en revenant de la Slovénie, j'étais passé par Venise, les grands lacs du nord de l'Italie, j'avais fait une grosse boucle, et en fait j'avais fait ça sur 12 ou 13 jours, c'est typiquement des vacances que vous pourriez faire en cumulant avec le Metal Days. Donc c'est vraiment un festival que je recommande malgré tout pour son atmosphère, l'ambiance, à partir du moment où vous avez une année où la prog vous plaît. Bien sûr. On va rester sur le côté vacances, mais sur un truc beaucoup plus petit. Moi, j'écoute beaucoup de stoner, j'écoute pas mal de doom, j'écoute du sludge et tout ce qu'on appelle un peu musique lourde, entre guillemets. Et la référence en Europe en open air, hors des Fest, c'est le Sonic Blast. Le Sonic Blast, c'est au nord de Porto, juste au sud de la frontière espagnole, du coup. Ça doit pas être très très loin du Resurrection Fest. Sachant que moi, je vous en parle, j'y suis allé en 2019. Et après le Covid, ils ont changé de site, et je connais pas le nouveau parce que j'y étais pas allé l'année dernière. Festival de Stoner Doom, très classique. Affiche qui ressemble énormément à celle de la vallée. Aucune ouverture autre. Du heavy psych, du stoner, du doom, du sludge, rien de plus. Par contre, il y a un cadre qui était absolument incroyable, et qui, je crois que c'est resté parce que c'est encore sur une espèce de ville côtière. Mais en fait, le festival est divisé en 2 temps. Il y a un temps, on va dire, de 13h à 17h, où c'est une pool party, c'est-à-dire qu'il y a une scène à côté d'une grande piscine, donc vous êtes dans votre piscine, vous buvez votre bière, vous écoutez du son, c'est hyper tranquille, et ensuite ça a lieu sur une grande aire de jeu en fait. Il y a des toboggans autour de là où il y a la bouffe, le merchandising, ce genre de choses. Il y a une grande prairie dans laquelle les enfants doivent faire des foot de temps à autre. Au fond, une scène, il n'y a pas de clash, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas énormément de groupes, ce qui fait que d'une part le festival est pas cher, c'est 75 balles. D'autre part, il n'y a pas de collision, donc vous pouvez assister à l'intégralité de l'affiche sans problème.
Et vu qu'il y a peu de groupes, les temps de jeu sont relativement élevés. Ouais. Des trucs que vous voyez 40 minutes au Hellfest, là vous allez avoir votre heure de show, donc c'est comme des vrais concerts en salle. L'année où j'y étais allé, il y avait Home en tête d'affiche. L'année d'avant, il y a eu Electric Wizard. Enfin, ça reste vraiment une affiche qui est pas très risquée, qui est même assez convenue. Vous allez pas avoir de petites raretés comme toi, Kalma, avec le Metal Camp. Mais elle est super chouette. Et surtout, en fait, le Sonic Blast, c'est sur le bord de l'océan. Donc vous pouvez aller à la plage tout le matin. Vous allez à la plage le matin, vous allez à la piscine l'après-midi. Le soir, vous regardez des concerts. Les Portugais sont hyper sympas. On a 1h30 de Porto, ce qui fait qu'ensuite vous pouvez vite descendre à Porto. Et Porto, c'est une ville alternative vraiment intéressante. C'est une belle ville. Clairement. Vous mangez super bien. C'est pas très cher. C'est pas cher du tout. C'est pas cher le Portugal. Et ce que moi j'avais fait, et ça marche assez bien, c'est que vous arrivez à Porto, vous louez une bagnole, vous montez au Sonic Blast, vous redescendez à Porto. Entre Porto et Lisbonne, il y a 4 heures si vous les faites d'un coup. Mais en fait, il y a plein de petits villages hyper intéressants avec des monastères, des bibliothèques, des trucs comme ça. Vous arrivez à Lisbonne et vous vous recassez. L'impression que ça te donne quand tu me le racontais, c'est que je m'étais dit, c'est un peu genre le 70 Tons of Metal. J'ai l'impression que c'est le 70 Tons sans le côté fou, beauf, croisière d'américain. C'est pas beau du tout. Et en plus, sincèrement, le public stoner, il est vraiment sympa, quoi. Les mecs sont chill. Y a pas de, c'est pas toxique. Ça paraît bizarre, c'est ça, genre stoner doom avec une piscine à côté. Ouais. Je sais pas, c'est genre le mix. Au final, les gens chillaient juste. En fait, c'est juste que les gens aiment le fait que tu te détends, tu vois. Ouais. Mec, t'es fonce-car dans ta piscine, tu vois, genre, enfin, ça se passe, tu vois. Évidemment. C'est pas trop mal. Et les gens sont, encore une fois, les gens sont vraiment très sympas. Et c'est, à l'instar du Metal Days, c'est un vrai festival vacances. Ouais. C'est un peu l'impression que ça donne, en tout cas. Voilà. Après, voilà, faut aimer l'affiche. Et on va rester sur du spécifique, on va rester sur du Stoner Doom, et parler très vite fait, c'est l'instant Arnaud Montebourg, du Rock in Bourlon. Effectivement. Le fleuron de la France. Cette année, qui fait beaucoup de bruit. Cette année, il fait un bruit de ouf, parce que l'affiche est absolument incroyable. L'histoire du Rock in Bourlon est super. Il me semble que c'est un booker qui a décidé de faire un fest dans son village d'origine. C'était vraiment ramener la coupe à la maison, et le mec... ouais, exactement. Les mecs sont fascinés par des musiques de niche, et ils se disent, ok, mon bled, il a rien à voir avec ça, rien à foutre. On va faire un roadburn à la française, sans trop de prétention. C'est ça, à Bourlon, dans la banlieue d'Arras, tu vois, qui est elle-même pas la plus grande ville du monde, quoi. C'est sûr. Et ça marche de ouf, parce que il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes, c'est à prix libre. Alors, cette année, on en parlera très vite fait après, mais ils ont eu des galères financières. Ils ont donc mis une cagnotte pour se faire soutenir, parce qu'ils ont été arnaqués par un prestataire. Et donc il y a un prix minimum, mais de base c'était un prix libre. C'est gratuit pour les résidents du village. Ce qui est déjà hyper bien. Ce qui fait que, en fait, il y a vraiment un public qui est 50% des mecs comme moi qui viennent écouter la musique, et 50% des locaux qui sont juste contents d'avoir une initiative chez eux, et qui vraiment adhèrent au truc. Moi j'ai vu des gamins qui dansaient devant My Sleeping Karma, qui étaient refaits, enfin l'ambiance est ultra cool. Il y a une volonté de proposer des à côté aussi, il y a un truc de rétro gaming, il y avait un petit cabinet de curiosité, il y a de la bière artisanale. Enfin, en fait, ils essaient vraiment de faire les choses bien. Il y a des massages pour les artistes. T'arrives, tu peux te faire masser alors que le truc c'est tout petit, c'est à prix libre et tout. Enfin, il y a une vraie volonté de bien accueillir qui est touchante en fait. Effectivement, et puis l'affiche est très belle cette année, hein. Tout le monde en parle, Brutus et tout. L'affiche, en fait, on partait vraiment d'un Stoner Doom à la Sonic Blast. Et là, on arrive à un truc un peu à la Roadburn, toute proportion gardée, avec du Stoner, du Doom et du Metal Extreme. Il y a Full of Hell, il y a du post-metal, il y a Brutus, il y a pas mal de trucs effectivement qu'on retrouverait au Roadburn. Il y a du hardcore avec Sorcerer, il y a du black avec Spectral Wounds. Effectivement. Et tout ça pour 30 balles les 3 jours. Ouais. 30 balles, c'est le prix que j'ai payé pour juste voir Brutus à Paris. Ah non, c'est une super initiative incroyable. Donnez-leur de la force. Après, vous êtes à Arras en termes de vacances, par contre, c'est rentrer directement, quoi. On va pas vous mentir, c'est un peu plus limité. C'est ça. Et ça fait partie effectivement des coups de cœur qu'on peut avancer. Ouais. Puis l'initiative est mortelle et ça vaut vraiment le coup de soutenir des trucs comme ça, des gens qui font les choses avec le cœur. Effectivement. Et du coup, on peut enchaîner avec un autre coup de cœur. Alors celui-là, il est très connu, mais on sent quand même obligé un peu de le mentionner, Cocorico, chauvinisme aussi. Mais j'ai quand même envie de dire un mot sur le Motocultor. Moi, le Motocultor, il m'a un peu séché l'an dernier, j'y étais jamais allé. Vous pouvez d'ailleurs lire regarder plutôt notre très beau live report vidéo qu'on a fait sur ce truc. En fait, ce que je trouve chouette, on va pas gloser pendant des heures dessus, mais je m'attendais vraiment à un truc affreux.
Et en fait, c'est pas du tout le cas. Et je trouve que pour les gens qui aiment les petits festivals, je dis petit, c'est pas petit, mais on comprend l'idée, voilà, genre 15 000 personnes max, je trouve vraiment que l'affiche, surtout cette année, est vraiment très belle. Le prix est très raisonnable, l'affiche est dingue, ça va être un nouveau site qu'on va certainement découvrir. Si l'orga suit, c'est clairement un festival qui mérite le coup. On est sur le même week-end que le Summer Breeze, c'est toujours environ le troisième week-end d'août, mais on est vraiment sur quelque chose d'hyper agréable. Et qui en fait mérite vraiment le détour. Et cette année, il y a eu des vraies louanges sur l'affiche qui est hyper. Déjà, hyper, la DA est très belle. Ouais, la DA est belle. Et les affiches. Il y a des super trucs et tout. Tout le monde est en mode ouais, cette année, go Motok et tout. Après, voilà, le Motok il y a eu des problèmes d'organisation par le passé, comme tout le monde le sait. La première année sur un nouveau site, faut vraiment qu'ils apprennent de leurs erreurs et qu'ils mettent pas 3 ans à s'approprier le truc, mais. L'année dernière, ça m'a donné envie de leur faire confiance. On n'y sera pas cette année, mais pourquoi pas, quoi. Mais pourquoi pas, effectivement. Et pourquoi on n'y sera pas cette année? Pour la bonne et simple raison que t'as cette transition fantastique. C'est tout simplement parce qu'on sera au Brutal Assaut. Clairement, qui est aussi un coup de cœur d'ailleurs. Toi, tu n'y as jamais été, mais je sais que ça te fait de... En fait, ça fait de l'œil depuis quelques années, quoi. Effectivement, c'est typiquement la période où visuellement je suis en vacances ailleurs, donc c'est aussi la raison pour laquelle j'y allais pas. C'est aussi ça, quand on vous présente les festivals, évidemment, on vous mettra toujours les dates, etc., pour que vous ayez une idée de ça se situe, mais c'est quand même assez bien quadrillé. Et là, on est vraiment dans le cœur, le cœur. Début août, ouais. On est clairement du début août, donc voilà, potentiellement, c'est une période où vous pouvez pas vous rendre disponible, etc. Mais c'est vraiment un festival qui a beaucoup de charme parce que c'est pas un gros festival. Malgré tout, il y a quand même une taille qui est très raisonnable. Mais c'est pas un festival gigantesque et qui a toujours des affiches pour le coup hyper pointues. Effectivement, c'est une direction artistique qui peut un peu ressembler au Motok, avec des têtes d'affiche relativement solides, bien que limitées, on passera justement jamais le plafond de verre Ghost Gojira, même si Gojira y était allé déjà, mais pas le Gojira 2023, quoi, ouais, c'est ça. Avec, y a pas le côté fun du Motok, le côté un peu détente, un peu pas de punk. Pas de Dale c'est beaucoup moins festif et tout. Ouais. C'est plus sérieux, plus extrême aussi, avec quand même ce côté où les gens n'ont pas honte. Enfin, les programmateurs regardent aussi bien du côté moderne que du côté vieille école. Il y a Inflames, il y a Meshuggah, il y a Decide Dismember. Enfin, en fait, que vous soyez fan de New School ou de Old School, ça marche. Il y a beaucoup de Death Mellow cette année. Si vous avez envie d'écouter Bellacore notamment. Après, effectivement, ils font les affiches sont par genre. Ils font genre annonce Death Mellow, Inflames, Bellacore, Wolfheart, annonce Doom, Church of the Cosmic Skull, Church of Misery, annonce Death, annonce Black, annonce machin. Ils équilibrent. Vraiment, c'est un festival qui est assez équilibré où quelle que soit l'esthétique que vous aimez, il y aura des groupes qui vous plairont. Ça reste best-of. Il y a pas, à part Bellacore, il y a quand même peu de rareté. On est sur les trucs qui tournent quand même bien. Mais qui tournent bien, mais malgré tout, on penche plutôt vers les scènes extrêmes. Si on devait un peu caricaturer, c'est quand même un petit peu de main stage du Hellfest et beaucoup de Death et de Temple et d'Altar. Et c'est quand même un peu le délire. Voilà. Et le point qui est aussi hyper important, c'est que le site est très original, forteresse. C'est une forteresse qui est hyper bien aménagée avec un espace avec 2 main stages. Des corridors qui emmènent sur d'autres espaces avec un grand food court, une scène couverte, il y a un cinéma, il y a une scène, il y a une pièce dans laquelle il y a de l'ambiance et il y a un bar aussi. Le food court est incroyable, c'est là où j'ai le mieux mangé en tout cas moi personnellement quoi. C'est très peu cher, c'est VG friendly, vegan friendly. Vous mangez une assiette pour 3-4 euros, la bière coûte 2, ça coûte vraiment rien. Et la transition est toute trouvée avec le prix. On est, sauf faire de ma part, sur un pass à 189 aujourd'hui. Alors tu vas en parler parce qu'il y a pas mal d'à côté, mais juste un mot sur ce point-là, c'est que la République tchèque c'est très loin. C'est-à-dire que si vous le faites en mode je prends l'avion pour Prague, je loue une voiture là-bas, évidemment que ça va vous coûter cher, etc. Mais nous, puisqu'on y va cette année, on a regardé un peu plusieurs alternatives possibles. Il y a aussi ce fait que si, là encore, vous prenez des jours et que vous partez en voiture parce que vous avez votre véhicule personnel ou autre, c'est quelque chose qui va pas fondamentalement, potentiellement vous coûter très cher pour y aller, si ce n'est l'essence. Mais sur place, vous pouvez aller visiter Prague, vous pouvez revenir en passant par l'Allemagne, vous pouvez basculer pour aller dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Tout à fait. C'est vraiment un point où vous pouvez... Ça mérite, vu le prix, de faire l'aller-retour uniquement pour le festival, mais en plus, ça mérite peut-être encore plus si vous pouvez poser des jours autour, parce que c'est vraiment un festival qui a une affiche qui est belle, les prix sont assez bas, et l'ambiance est dingue. Et la vie est peu chère à côté, ce qui fait que si vous reprenez 5 jours de vacances derrière, ça va pas vous coûter à 4000 balles, c'est sûr. Bien sûr, tout à fait. Après, moi je suis, à titre personnel, mais ça me concerne, je suis pas très fan de la dimension économique du Brutal Assaut, c'est que c'est ce que j'appelle un peu un festival DLC.
C'est-à-dire qu'il y a le festival principal et il y a plein d'à côté. Faut payer le parking, faut payer... Alors, il y a un camping qui est payant, parce que le camping, en fait, est protégé. Il faut savoir qu'il y a de fréquents vols au Brutal Assault, parce que... je sais pas pourquoi, mais il y a je crois qu'il y a des communautés qui font les tentes des festivaliers ou ce genre de choses. Et donc, il y a un camping payant qui est quadrillé, et un camping gratuit où c'est, entre guillemets, un peu à vos risques et périls. Vous pouvez payer également pour aller dans des toilettes en dur. Vous pouvez payer pour être sur la pente en face des main stage et avoir une sorte de point de vue un peu panoramique. Et moi, je trouve ça tout le temps un peu dommage de rajouter des frais pour tout, plutôt que de mettre 10 € de plus sur le pass. Et ensuite, voilà, vous avez accès à un parking, un camping surveillé, et ce genre de choses. En fait, c'est vraiment... Il y a deux politiques pour les festivals. C'est soit ils mettent un billet beaucoup plus cher et ils disent, bah en fait, tout est gratuit. Et ce qui veut dire que si vous n'utilisez pas le camping, si vous n'utilisez pas... Vous avez l'impression de vous faire arnaquer. On se fait arnaquer parce que techniquement le prix est lissé sur tout le monde, donc vous payez beaucoup plus que ce coûterait le pass. Soit ce côté un peu à la carte. C'est ça, vous vous dites, j'ai pas besoin de parking, donc c'est bien que je paye pas le parking et tout. Et franchement, c'est légitime, quoi. Mais si vous avez besoin de tout, bah en fait vous avez un peu l'impression qu'à chaque fois vous êtes un peu sur un espèce de voyage à la carte insupportable, il faut tout le temps payer. C'est un peu l'aspect peut-être un peu négatif du truc, mais c'est un festival, j'ai très hâte d'y être, et tous les gens qui y sont allés en sont toujours revenus absolument ravis. C'est super. Ouais, j'ai jamais entendu d'avis négatif, donc c'est clairement un truc à mettre dans votre bucket list si jamais vous avez envie d'aller par là-bas. Donc voilà pour nos principaux coups de cœur. On aurait pu également vous citer des festivals hyper pointus qu'on va juste mentionner assez rapidement. Il y a le Killtown Death Fest, donc qui est à Copenhague, alors qui pour le coup n'est pas un open air, qui est vraiment peut-être la mecque aujourd'hui du death. Cette année, en tout cas, tous vos potes qui sont hyper fans de death metal vont tous les jours vous dire « Oh putain, il y a ce groupe-là !» C'est sa première date en Europe, machin... Ouais. Et c'est vraiment une affiche qui est hyper pointue. C'est vraiment le roadburn du death, en fait. C'est que des shows uniques, que des trucs méga spécifiques, premier truc depuis 2014, depuis 2010... Exactement. Donc c'est le dernier week-end d'août, donc on est vraiment sur la toute fin des vacances, sauf erreur de ma part, c'est 160 € le pass. Donc vu le nombre de groupes, c'est hyper honnête, même si y a toujours le facteur Danemark, Copenhague, où vous allez potentiellement payer une blinde, mais du coup c'est sur 3 jours si je dis pas de bêtises, et ça peut forcément être une belle alternative ou un beau truc spécialisé à aller voir. Si vous êtes fan de hardcore, il y a un peu deux références, il y a le Hyper en Belgique, et il y a surtout l'Outbreak, qui est aussi un indoor à Manchester, dans un hangar. On a fait une émission là-dessus parce que une partie de l'équipe est très fan de hardcore et y va chaque année. Et du coup, ouais, dans un hangar, pas beaucoup d'à côté, affiche hyper moderne qui va aller aussi chercher du côté de la shoegaze, un peu du noise. Il y a Death Grip cette année, il y a Denzel Curry aussi, enfin, ils font quelque chose d'hyper pertinent parce que l'affiche est à la fois éclectique et à la fois elle plaît au même public en fait. Et c'est ça qui est assez fort. Après, derrière, voilà, vous êtes en ville, à Manchester. Faut payer un logement là-bas. Le UK c'est cher, c'est ça. On va rien vous apprendre, mais c'est en tout cas une possibilité d'un festival hyper spécialisé. Avec une vraie très belle affiche qui se tient un week-end après le Hellfest, c'est-à-dire le 28, aux alentours du 28 juin, etc. Et le dernier qu'on peut aussi vous dire vraiment à titre informatif, c'est le Beyond the Gate. Alors ça va être le festival des gens riches. Pourquoi ? Parce que c'est en Norvège. C'est en Norvège, donc ça coûte une blinde. Donc là, c'est 4 jours avec une programme avec pas beaucoup de groupes. Donc c'est vraiment le type de festival où, quand vous y allez, techniquement, vous pouvez voir l'intégralité des groupes sans aucune difficulté. Mais c'est 300 € pour les 4 jours. Et c'est la Norvège. C'est-à-dire que vous allez compter que le vol, la vie là-bas, la nourriture, ça coûte 50 ou 60% plus cher qu'est-ce que vous trouverez en France. Bien sûr. Mais vous avez une affiche qui est hyper pointue, beaucoup de black, de genre extrême. Évidemment, vous êtes en Norvège. Avec tout le temps ce petit côté, cette petite attention pensée pour les trucs qui plaisent aux fans de métal extrême, de black notamment, mais qui sont pas du black, de type Pentagram, en Doom, ce côté un peu metal old school. Il y a Creator. Si Creator joue un set old school, c'est cool. Et je trouve que c'est juste bien trop cher pour ce que c'est. C'est bien que ce soit lié. C'est le problème de la Norvège. C'est-à-dire que là, vous avez une grosse organisation hyper claire, vous avez une orga qui est bien, vous avez une programmation qui est pointue, mais vous êtes dans le pays d'Europe qui est certainement le plus cher. D'Europe géographique, j'entends, et donc nécessairement vous allez devoir payer une blinde. Donc ça, c'est vraiment le festival des gens très riches qui vont se dire qu'après ils iront faire un petit tour à Bergen ou dans les îles Lofoten, mais en tout cas clairement c'est très très cher, mais on le mentionne parce que ça fait quand même partie de ces festivals. C'est une référence, qui est quand même une très grosse référence et qui a lieu, sauf erreur de ma part, le premier week-end d'août. Voilà. On n'est pas certain de la pertinence de cette vidéo, parce que peut-être qu'on vous a parlé de choses que vous connaissez déjà, peut-être que vous avez déjà booké vos
vos festivals, mais en tout cas voilà, on a décidé de faire un petit panorama, encore une fois pas exhaustif, on voulait pas être trop catalogue, on espère ne pas l'avoir été, de simplement des endroits où on se sent bien, des endroits où on aime aller, que ce soit pour la musique, pour derrière pouvoir avoir un petit plan vacances assez cool, ou parce que l'affiche est pas incroyable, mais le cadre est cool, quoi. Exactement. Tout Et à surtout, évidemment, on a souvent cette vision du Hellfest où les places sont intégralement vendues 8 mois avant le festival, etc. Là, globalement, quasiment tous les festivals qu'on vous a guidés, les places sont encore libres. Brutal Assault, il y a encore de la place, Metal Days, etc. Donc c'est des choses que vous pouvez booker potentiellement un peu plus tard, en réfléchissant bien à est-ce que vous l'intégrez dans vos vacances, est-ce que vous souhaitez faire l'aller-retour, dans quelles conditions, etc. On vous a donné aussi des coups de cœur parce que souvent, en fait, il y a deux choses. La première, c'est que souvent, c'est bien d'avoir un retour d'expérience. Parce qu'il y a des festivals qui répondent à certaines ambiances, à certaines dynamiques dans lesquelles vous voulez ou pas vous retrouver. Par exemple, nous deux, on n'ira absolument jamais au Wacken. Pour moi, le Hellfest, c'est déjà au-delà de ma tolérance de monde. Et la seule raison pour laquelle j'y vais, c'est parce que c'est suffisamment bien organisé pour que je me sente pas oppressé par le monde. Et pour moi, c'est inconcevable d'aller dans un autre festival aussi gros parce que ça m'intéresse pas pour plein de raisons. Et le deuxième point aussi, si on l'a fait, c'est marrant parce qu'en faisant ce travail-là, on se rend compte aussi de quelque chose, c'est l'immense chance qu'on a d'avoir le Hellfest. C'est ça. En fait, là, on vous propose évidemment des alternatives dans le premier cas si vous avez envie de voir autre chose, si vous n'avez pas eu votre place, mais il y a quand même un point qui est très important quand on parle, c'est quand on parle avec des étrangers, systématiquement ils nous disent en fait, vous vous rendez pas compte de la chance que vous avez d'avoir le Hellfest, et quand on compare avec les autres festivals de même taille, à chaque fois quand on compare, on se dit putain, en fait, je préfère quand même aller au Hellfest qu'au Graspop, tu vois, je préfère quand même aller au Hellfest qu'ici. Et il y a quand même une force du festival sur la programmation, le confort des festivaliers, le prix global malgré tout, parce qu'évidemment que le Hellfest est hyper cher, bien sûr, mais quand vous reportez avec les frais de transport, etc., bah, si vous comparez avec les autres, en fait, on est pas si mal. C'est pas beaucoup moins cher ailleurs, en fait. Enfin, pas tellement. Le Graspop, encore une fois, c'est 300 balles, donc 30 et effectivement, et les festivals qui sont moins chers, bah, souvent, la progra est différente, ou alors le trajet pour y aller est beaucoup plus cher. Donc encore une fois, ça rentre dans des vacances, dans un autre cadre, mais c'est une chance d'avoir le Hellfest. Et c'est vraiment une chance qu'on réalise quand on échange avec des étrangers, où on leur explique qu'en France, il y a des fois un discours un peu frais sur le Hellfest, un peu c'est devenu cher, c'est devenu Disneyland et tout. Et les mecs nous regardent et sont en mode mais les gars, mais vous vous rendez compte de ce que vous avez? Donc voilà, nous on sera au Hellfest en tout cas. Nous on sera au Hellfest et on sera au Brutal Assault aussi, donc si jamais vous nous croisez, n'hésitez pas à dire bonjour. Au Rockin' Bourlon, effectivement, on devrait un peu traîner aux carcasses dans ces festivals-là. C'est ça, tout à fait. On espère vous croiser cet été peut-être. Et à très bientôt.